Hyperinflation, flambée des matières premières, Bitcoin, bourse, euro. Faut-il avoir peur de l'inflation? Je vais, dans cette vidéo, vous parler de l'impact de l'inflation sur l'économie, de l'impact sur les marchés boursiers, des conséquences également et de comment, quelle stratégie il faut adapter et adopter dans ce type de marché. On a effectivement l'inflation qui grimpe, on a également les obligations, les taux d'intérêt qui grimpent, mais également des obligations qui continuent de baisser. On a également des matières premières, par exemple le cuivre qui vient d'atteindre un plus haut sur 11 mois. Et vous voyez ici les obligations, ça c'est la tendance baissière des obligations à long terme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté de manière extrêmement rapide à partir de 2020. Durant la crise, on a eu effectivement une situation où l'inflation a fortement progressé. Vous voyez ici, en 2020, on est passé de 0,658% à 4,3%. C'est une hausse très très rapide, très très courte, et ça explique ce crack qui est probablement l'un des cracks, et sinon le plus gros crack obligataire de tous les temps. D'accord? Et les obligations, il ne faut pas oublier, c'est encore plus important que le marché des actions. Et là, ce sont les retraités américains qui ont morflé. Parce que justement, ils pensaient que les obligations étaient une valeur sûre, qu'il fallait mettre tout son argent sur des obligations. Tous les banquiers vous expliquent que si tu as 70 ans, ben, il faut mettre 70% de ton argent sur des obligations, 30% sur les actions, parce que les actions, c'est trop risqué. Résultat des courses, la personne qui a 70 ans aux États-Unis et qui a besoin d'argent dans 5 ans, bah aujourd'hui, son capital a baissé de 50%. C'est-à-dire qu'elle a perdu 50% de son investissement. Et ce n'est pas sur le Bitcoin, ce n'est pas sur Nvidia, c'est-à-dire des valeurs très volatiles, c'est sur ce que l'on appelle les obligations américaines, c'est-à-dire l'actif le plus sûr au monde, entre guillemets. Donc, vous allez voir que l'inflation peut avoir et peut faire des ravages dans l'économie, et c'est déjà le cas. Les obligations, je pense que beaucoup de gens n'en parlent pas, ça ne fait pas la une des journaux, ça ne fait pas la une des médias, et pourtant ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est juste catastrophique. Je tiens à rappeler que cette vidéo est sponsorisée par le programme TKLFA, tami.net/LFA. TKLFA, c'est 229 heures de formation de haut niveau avec un groupe privé incroyable, avec un tarif exceptionnel. Vous bénéficierez également de la garantie 120, c'est-à-dire 30 heures de cours pour 30 € pendant 30 jours. Si vous êtes content, magnifique. Si vous n'êtes pas content, vous êtes remboursé de vos 30 €. Vous avez 30 jours pour demander le remboursement. Et enfin, ça c'est la grosse nouveauté. Pendant quelques semaines, vous aurez pour les nouveaux inscrits 1 an gratuit à TKL Markets Pro. Et TKL Markets Pro, c'est un coaching mensuel où je répondrai à toutes vos questions sur les marchés boursiers, sur les stratégies à adopter. Je vous donnerai la liste des ETF, la liste des meilleures actions. Je vous analyserai les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Vous aurez toutes ces informations. Donc, autant vous dire que c'est une offre exceptionnelle qu'il ne faut pas rater. tami.net/LFA. À très vite. Donc, impact de l'inflation sur l'économie. Alors, tout d'abord, l'inflation, c'est quoi? C'est une hausse du niveau général des prix. Ce sont les prix qui augmentent assez fortement. Donc, on parle aujourd'hui d'une inflation de 3%, 5%, mais à un certain moment, l'inflation peut galoper, d'accord? Elle peut devenir de plus en plus importante. Donc, tout d'abord, quand l'inflation augmente beaucoup plus que le salaire, on a ce que l'on appelle une réduction du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si par exemple je gagne 1000 €, que mon salaire augmente de 3%, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous compreniez, mais que l'inflation augmente de 5%, mon pouvoir d'achat diminue. Deuxièmement, ça augmente les coûts de production. Comme l'inflation augmente, une entreprise, elle a besoin de matières premières, elle a besoin de salariés, elle a besoin de main-d'œuvre, elle a besoin de plein de choses. Et si les coûts augmentent, eh ben, les entreprises auront moins de profits parce que les coûts de production vont augmenter. Et enfin, le dernier point, c'est l'impact sur l'investissement. Quand l'inflation augmente, beaucoup d'entreprises refusent d'investir parce qu'il y a une incertitude par rapport à la stabilité future des prix. Relation entre l'inflation et les taux d'intérêt. Comme je l'ai dit précédemment, quand l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Pourquoi? Parce que souvent, l'inflation
peut avoir des conséquences très négatives sur l'économie et sur le moral des ménages. Rappelez-vous, les gilets jaunes, c'est l'inflation. Les situations de rejet, les manifestations, etc., c'est l'inflation. L'inflation a un impact non seulement sur l'économie, mais également sur le moral, sur le mental des gens, et ça peut effectivement mener à des soulèvements. Il y a beaucoup de coups d'État, notamment dans des pays africains, etc., qui sont liés à l'inflation. Quand le pain, par exemple, les prix du pain augmentent, le prix du riz augmente, le prix des matières premières augmente, bah, beaucoup de gens qui consacrent un montant ou des sommes conséquentes à ces produits de première nécessité, bah, ces personnes, elles ne peuvent plus assurer leurs besoins primaires. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans la rue. Donc l'inflation, tous les gouvernements de la planète la surveillent parce que c'est très politique et c'est très, très important. Maintenant, lorsque l'inflation augmente, on a les banques centrales qui augmentent généralement les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que justement, oui, bien évidemment, on a les taux d'intérêt qui peuvent avoir un impact négatif sur l'économie. Mais si on n'augmente pas les taux d'intérêt et que l'inflation continue de déraper, on se retrouve dans une situation qui est très délicate, voire qui peut virer au drame. Donc, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour ralentir la croissance économique, contrôler les prix et surtout éviter un dérapage de l'inflation. Deuxièmement, quand on a des taux d'intérêt plus élevés, ça peut entraîner une baisse de la demande des emprunteurs et ça peut freiner l'inflation. Rappelez-vous l'immobilier, hein, à un certain moment, les taux d'intérêt étaient à zéro et tout le monde vous parlait d'investir dans l'immobilier, que c'était extraordinaire, etc. Ça reste toujours très bien l'immobilier, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'emprunts et on a de moins en moins d'investisseurs parce que les taux d'intérêt vont dissuader beaucoup de gens d'investir dans l'immobilier. Et enfin, le dernier point, effet sur l'épargne et l'investissement. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent encourager l'épargne. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez aujourd'hui des intérêts à 4%, 5%, 6%, certaines personnes se disent, mais pourquoi je vais prendre des risques? Pourquoi je vais investir? Ou alors, pourquoi je vais consommer? Je préfère, voilà. Et donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt sont importants pour permettre de bloquer l'inflation. Je vais vous montrer ce graphe. Ce n'est pas une crypto, c'est la monnaie turque contre dollar. D'accord? En 2019, 1 dollar valait environ 5 lire turques. En 2024, 1 dollar égale 32 lire turques, c'est-à-dire que le dollar a vu sa valeur multipliée par 6. D'accord? Et pourquoi? Parce que justement, en Turquie, il y a une inflation record. On a une inflation de 65%. Le problème, c'est que la Turquie, elle s'est dit, OK, on a une inflation qui est très importante, mais on ne veut pas augmenter trop fortement les taux d'intérêt. Ce qui fait qu'en Turquie, les taux d'intérêt aujourd'hui sont de 40%. Ça vous paraît délirant, mais c'est une réalité. 40% de taux d'intérêt par an. Mais ce n'est pas suffisant pour contrer la hausse de l'inflation qui est de 65%. C'est pour cela que la monnaie turque s'effondre littéralement contre le dollar, mais également contre les autres monnaies. Et vous voyez un peu les ravages de l'inflation sur l'économie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les taux d'intérêt sur une période très longue. D'accord? Comme ça va vous donner une perspective historique sur les taux d'intérêt. Ici, on a le crack de 1929. Vous voyez qu'avant le crack de 1929, on avait déjà une baisse des taux d'intérêt. Rappelez-vous, on a eu ici la même chose. On a eu des baisses de taux d'intérêt, on a eu le Covid, donc on a eu un mini crack. Puis on a eu un crack en 2022. Rappelez-vous, 2022, on a eu un crack. Pourquoi? Parce que c'est la période où l'inflation a grimpé et les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, très, très important. Donc, mais entre 1929 à Deuxième Guerre mondiale, vous voyez que les taux d'intérêt ont continué de baisser. Pourquoi? Parce que l'économie américaine, on avait une crise mondiale, une récession mondiale, etc., etc. Et donc, les taux d'intérêt ont continué de baisser. À partir de 1945, on a commencé à avoir une hausse des taux d'intérêt. La raison, elle est très simple. Là, on rentre dans une période de croissance, de vitalité de l'économie, de société de consommation. Donc, on produit massivement, on a de nouveaux besoins,
La démographie, elle est favorable, hein, tout le monde a des enfants. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a ce que l'on appelle le baby boom, etc. Donc, que des facteurs positifs. Donc, ce phénomène, il va continuer, mais on est bien d'accord que cette hausse des taux d'intérêt, elles se font dans des conditions saines. Économiquement, c'est sain. Les taux d'intérêt augmentent, mais l'économie est en forte croissance. Arrivent les années 70. Dans les années 70, on a un ralentissement de l'économie. On a ce que l'on appelle une période de stagflation. Stagnation de l'économie. On a, ça y est, la demande, elle est beaucoup plus faible. La forte croissance des années 45, 50, 60 est derrière nous. Et là, on rentre dans une période où il y a des chocs pétroliers, hein, les pays arabes de l'OPEP qui disent, bon, le pétrole, il n'est pas cher, mais on en a marre, on veut l'augmenter, donc ils augmentent les prix du pétrole. Ça a des répercussions sur l'inflation, sur l'économie. On a également une hausse du chômage. Et donc, tout ça, ça mène à une inflation record. Aux États-Unis, on se retrouve avec du 16-17% en 1981. Et là, on se dit, OK, les politiques anciennes, qui étaient des politiques keynésiennes, qui consistait à diminuer les taux d'intérêt quand l'économie ralentissait un petit peu, à augmenter les taux d'intérêt quand l'inflation était un petit peu forte. Ben, on s'est dit, OK, tout ça c'est très bien, mais c'est conjoncturel. C'est ce que l'on appelle des politiques conjoncturelles à court terme. Il faut changer le paradigme. Il faut des politiques long terme, des politiques désinflationnistes, des politiques qui permettent justement de combattre l'inflation. Et ça va être des politiques libérales. Flexibilité du marché du travail, les marchés financiers qui vont avoir une importance beaucoup plus grande, on a une libéralisation des économies, etc., etc., etc. Et ça marche, puisqu'on a une inflation qui baisse fortement, on a des innovations incroyables, hein, les nouvelles technologies, l'Internet, l'intelligence artificielle aujourd'hui, bah, tout ça, c'est à partir des années 80 qu'on a vraiment cette deuxième phase de croissance qui est très forte, qui est très puissante. Et surtout, on commence à avoir des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui deviennent, la Chine d'ailleurs, qui devient l'atelier du monde. C'est-à-dire qu'on peut produire, on peut consommer, mais sans que ça ait un impact sur l'inflation. C'est ce qui explique cette baisse de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a exporté le coût du travail. D'accord? On a dit, OK, nous, l'inflation, c'est quoi? C'est quand les gens ils commencent, voilà, les prix augmentent, ensuite ils veulent des salaires plus élevés, et là, ça mène à de l'inflation. Ce que l'on a eu dans les années 50, 60 et même 70. D'accord? Là, on a eu une inflation qui a accompagné la croissance économique. Mais là, on a eu une croissance économique, notamment aux États-Unis, hein, la croissance était assez forte, mais avec une faible inflation. Le seul problème de cette croissance, c'est que malgré tout, il y a eu, et je dirais, une hausse record des dettes publiques. Pas que des États-Unis, mais également la France, par exemple, aujourd'hui, mais de nombreux pays à travers le monde, on a eu une dette record, une dette qui n'a cessé d'augmenter pendant cette période. Pourquoi? Parce que justement, il y avait cette illusion de l'argent gratuit. D'accord? Quand vous avez des taux d'intérêt à 0%, que vous avez des gens qui sont mécontents, la manière la plus simple pour régler le problème, c'est de dire, OK, on va vous donner de l'argent. Et comment on va vous donner cet argent? Ben, on va emprunter. C'est facile. C'est ce qu'ont fait les gouvernements, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Ils ont emprunté, 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 emprunté. La dette publique aujourd'hui, les amis, accrochez-vous. La dette publique mondiale, la dette mondiale, hein, global debt, d'accord, ça peut englober toutes les dettes, elle est en 2023 de 307 000 milliards de dollars. 307 000 milliards de dollars. Et ça comprend bien évidemment les gouvernements, les business, les entreprises, mais également les ménages. Et la dette publique, elle est là. Dette publique mondiale, hein, elle est de 92 000 milliards de dollars. Rappelez-vous que pour les États-Unis, ça doit être du 30 000 milliards de dollars. Et la dette privée mondiale, elle est de 146 000 milliards de dollars. Est-ce que vous commencez à voir les conséquences d'une hausse de l'inflation? Ça va entraîner une hausse des taux d'intérêt. Et la hausse des taux d'intérêt, ben, ça va avoir un impact sur la dette publique et la dette privée mondiale.
Et ici, regardez, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein. Ici, c'est le Forum mondial, mais bon, les données sont justes. Les pays émergents et en voie de développement, ont été, plus durement touchés par les précédentes crises de la dette. Pour faire face au paiement de leurs dettes, 100 pays, 100, hein, c'est pas un pays, deux, non, 100 pays devront réduire leurs dépenses de santé, d'éducation, de protection sociale selon le FMI. En 2022, les pays à revenus faibles et intermédiaires ont versé la somme sans précédent de 443 milliards de dollars pour assurer le service de leurs dettes extérieures publiques garanties par l'État. Des niveaux d'endettement records et des taux d'intérêt élevés ont mis de nombreux pays sur la voie de la crise, a déclaré Indermit Gill, économiste en chef, premier vice-président du groupe de la Banque mondiale. Si les pays font défaut sur leurs dettes, cela peut provoquer la panique sur les marchés financiers et un ralentissement économique. Waouh, rien que ça. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi cette hausse des taux d'intérêt, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qui ne nous concerne pas. Ça concerne la planète entière. C'est un phénomène qui a un impact considérable sur l'économie mondiale, mais également sur les marchés boursiers. Alors sur les marchés boursiers, tout d'abord, l'inflation, elle peut entraîner une chute de la bourse, hein. Rappelez-vous, en 2022, on a eu un crack terrible sur le Nasdaq. Certaines entreprises ont perdu 75% de leur valeur très rapidement, etc. Et ça s'expliquait tout simplement par une hausse des taux d'intérêt. Et bizarrement, je dirais bizarrement non, ce sont les marchés financiers qui ont leur propre logique. Ça n'a pas ensuite découragé les investisseurs de revenir et de faire en sorte que les indices atteignent de nouveaux sommets historiques. On a eu une nouvelle folie boursière, notamment avec Nvidia. Mais moi, et c'est ma thèse, c'est que on va avoir de plus en plus des phénomènes comme ça. On va avoir des phénomènes de hausse brutale, de baisse brutale, de hausse brutale, de baisse brutale. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien, on est en pleine incertitude. On n'est pas dans la période des années 60, des années 50, où tout était sûr, où on avait une visibilité. On n'a aucune visibilité. Et ici, on est dans une situation où la dette publique est record, la dette privée est record, les hausses des taux d'intérêt vont avoir un impact considérable sur les charges d'intérêt, sur les remboursements de la dette. Et on va avoir, encore une fois, beaucoup de mauvaises histoires, beaucoup de situations dramatiques. Parce que c'est pas que de l'argent. Ici, on parle d'êtres humains. Donc, ça va avoir un impact catastrophique sur de nombreux individus à travers le monde. Maintenant, et encore une fois, c'est vrai que c'est une chaîne sur la bourse, donc on parle de bourse, de marché financier. Ce que l'on peut constater, c'est que l'inflation, c'est pas forcément quelque chose qui va entraîner un crack. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, c'est mieux d'avoir mon argent en bourse que de le garder chez moi. L'exemple, c'est la Turquie. Donc, je vous ai parlé de la monnaie turque. Vous avez vu, la monnaie turque s'est effondrée contre dollar. Par contre, la bourse turque, depuis 2020, elle est passée de 832 à 9570. C'est comme Nvidia, quoi. Mais c'est la bourse. C'est l'indice boursier. Ça veut dire qu'il y a des actions turques qui ont fait beaucoup plus que ça. Qui ont fait beaucoup plus que Nvidia. Pourquoi? Parce que l'inflation. Donc la bourse devient une manière de protéger son argent. C'est également, et on le voit bien, la raison pour laquelle certains actifs tangibles, comme l'or par exemple, les matières premières, le cuivre par exemple, a fortement progressé, commencent à devenir des alternatives en matière d'investissement. On cherche à investir sur ces actifs pour se protéger. Vous voyez ici que l'or vient de casser une résistance historique. Il n'a pas encore cassé franchement, mais c'est le début. Et pourquoi? Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et enfin, impact négatif pour les entreprises, parce que hausse des taux d'intérêt, ça veut dire que les entreprises seront moins profitables, moins rentables, surtout les entreprises endettées. Donc on risque d'avoir des faillites d'entreprises, surtout si les taux d'intérêt restent élevés. Alors bien sûr, Powell essaie de rassurer. Les dirigeants américains essaient de rassurer, essaient de nous dire non, on va contrôler les taux d'intérêt, etc. Et pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais si ça dérape, si les choses
accélère. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait provoquer une nouvelle accélération de l'inflation? La première raison sont des tensions géopolitiques. On n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. La Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient, etc. C'est catastrophique ce qui se passe. C'est catastrophique. Et ces conflits, on voit que le pétrole n'a pas encore augmenté. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, le pétrole, pour moi, c'est vraiment l'indicateur clé. Parce que tant que le pétrole ne monte pas, l'inflation ne grimpe pas. Mais quand le pétrole va commencer à grimper, c'est ce qui s'était passé ici. 2022, pardon, 1920, 2022, vous voyez, le pétrole avait fortement augmenté. Et le pétrole avait entraîné la hausse de l'inflation. Et bien évidemment, la hausse des taux d'intérêt. C'était le pétrole. C'est le pétrole qui a expliqué la hausse de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Mais depuis, vous voyez que le pétrole ne fait rien. Donc, à surveiller, à surveiller, à surveiller. Parce qu'une fois que le pétrole va casser les 95, ça risque d'être chaud, d'accord, sur le plan des taux d'intérêt. Et clairement, aujourd'hui, malgré tous ces conflits géopolitiques, bizarrement, le pétrole ne flambe pas. Mais, encore une fois, combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est durable? J'en sais rien. L'histoire nous le dira. Forte demande des consommateurs, bien évidemment. Quand, par exemple, vous avez des salaires, aujourd'hui, si les gens pensent qu'il y a ou que l'inflation risque de grimper, on peut avoir une fuite devant la monnaie. Les gens vont dépenser leur argent rapidement pour éviter justement de voir leur argent fondre. Et enfin, les coûts du logement qui ont augmenté et qui sont également un risque majeur pour l'inflation. Alors, quel est le contexte économique? Il est différent des années 70. Tout d'abord, on a une inflation record. Regardez ici, c'est depuis 1960. Et regardez la hausse de l'inflation. Ça, c'est en 2022 hein, aux États-Unis. C'est incroyable. Hein. Vous voyez, très rapidement, on a eu pas mal d'années où il n'y avait rien. Puis subitement, on a eu une inflation record. Donc, si l'inflation ne baisse pas rapidement, clairement, les taux d'intérêt risquent de rester élevés et les conséquences économiques risquent d'être dramatiques. Deuxième situation, deuxième point, l'explosion de la dette publique au niveau mondial. Là, par exemple, pour les États-Unis, début de l'année, janvier 2024, la dette américaine, elle est à un niveau record de 34 000 milliards de dollars. 34 000 milliards de dollars. Et enfin, le dernier point, et c'est ça pour moi le plus important, c'est que la configuration économique a complètement changé. Autant auparavant, les États-Unis dominaient le monde, dominaient la planète, et ils dominent toujours, mais moins qu'avant. Et regardez ici, ça c'est très parlant. En 1995, les BRICS, le G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus puissants de la planète, États-Unis, Japon, Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Canada, représentaient 45% de l'économie mondiale. 45% de l'économie mondiale. En 2010, ils ne représentaient plus que 34% de l'économie mondiale. En 2023, ils ne représentent plus que 30% de l'économie mondiale. Par contre, les BRICS, en 1995, ne représentaient que 16% de l'économie mondiale, 17% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils représentent 32% de l'économie mondiale. Ils ont battu le G7. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Donc, sur un plan économique, les BRICS sont en train de mettre la tannée aux pays du G7. Et ce n'est que le début parce que on sent bien que la croissance, elle est en Chine, elle est en Inde, elle est dans les pays émergents. C'est là où on a la croissance de demain. Donc, conséquence sur les marchés financiers. On le voit, il y a énormément d'incertitudes. Ça permet de comprendre pourquoi le Bitcoin flambe, pourquoi l'or flambe, parce qu'il y a clairement une perception liée à l'inflation. On pense que l'inflation n'est pas prête de s'arrêter, qu'elle va continuer. Donc, si ça continue, clairement, on va avoir une hausse de l'inflation. Et on le voit également. Alors, quand les taux d'intérêt augmentent, parce que le Bitcoin et l'or également, dans une certaine mesure, ont baissé fortement en 2022. Vous voyez ici, le Bitcoin qui baisse fortement en 2022. Et c'est la période où
les taux d'intérêt commencent à augmenter, l'inflation commence à augmenter, etc. Donc on a cette période, d'accord, où l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Et vous voyez ici, alors j'ai pris le pétrole en orange. Donc j'ai pris XLE, hein, c'est l'indice des valeurs pétrolières. C'est pas vraiment le pétrole, mais bon, voilà. Et vous voyez qu'il augmente. Vous voyez que le Nasdaq baisse pendant cette période, avant de commencer à se reprendre en 2023. Et vous voyez que le Bitcoin également baisse pendant cette période, avant de se reprendre. Donc sur cette période, on voit que XLE a une performance de 58%, le Nasdaq de 15%, le Bitcoin de 6%, hein. Mais j'ai pris la période octobre 2021, d'accord? Alors bien sûr, si on prend avant, le Bitcoin, voilà, il est là. Si on prend par exemple là le marché haussier, si on prend voilà depuis 2021, mars 2021, on a un Bitcoin à plus 28%, on a un Nasdaq à plus 37% et on a un XLE à 70%. Mais le XLE domine. Maintenant, encore une fois, on est dans un contexte où le pétrole n'explose pas. Mais imaginez le pétrole explose. On risque, et c'est ça, c'est là, on risque d'avoir des arbitrages. Ça risque d'être, encore une fois, c'est pour ça que ça va mener euh, la danse sur les marchés financiers. Le pétrole va mener la danse parce qu'il va avoir un impact sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, donc sur les indices et sur les cryptos. Donc il va falloir vraiment surveiller tout ça. On a également depuis 2020 un intérêt croissant pour la bourse. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui s'intéressent à la bourse. D'ailleurs, les jeunes générations s'intéressent de plus en plus à la bourse parce qu'elles savent que l'État ne va pas assurer leur retraite. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes qui est que la donne a changé. Il va falloir travailler sur son argent. Et moi, je suis très content parce que ça fait des années et des années et des années qu'on essaie de démocratiser l'investissement boursier. Depuis 2016, d'ailleurs, j'avais créé cette formation sur la bourse. Dans cette formation, justement, j'ai insisté sur le fait d'investir par soi-même et d'investir de manière passive. Les cryptos également sont extrêmement prisées parce qu'elles protègent et elles constituent une protection efficace contre l'inflation. Mais je vais conclure en vous disant la chose suivante. Je ne pense pas qu'on va avoir un marché comme la bourse turque qui ne fait que monter, monter, monter sans corriger, hein. Mais la bourse turque, c'est quand même, mais c'est pas impossible, hein. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, depuis 2020, vous voyez, elle ne fait que monter. Il n'y a pas de correction. C'est incroyable, mais vrai. D'accord? Même Nvidia, ça va être trop marrant. Alors, j'ai comparé bourse turque et Nvidia. Nvidia est en orange, la bourse turque en bougie japonaise depuis 2020. Et la bourse turque surperforme Nvidia. Bon, on voit que Nvidia essaie de rattraper son retard, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est juste incroyable ce qu'on a vécu. C'est pour ça que je suis très sceptique sur la bourse. Je pense qu'il faut investir en bourse, mais de manière intelligente. Et c'est pour ça que je suis très, très aujourd'hui, depuis 2020, j'ai développé l'approche Momentum. L'approche Momentum, je vous rappelle, ça consiste à investir sur les actifs les plus performants et à rester en cash quand le marché nous dit c'est pas très intéressant. Le but de cette approche est très simple, c'est de capitaliser sur les cycles boursiers en économie. Quand par exemple il faut investir sur le pétrole parce que c'est le pétrole qui domine, on va investir sur le pétrole. Quand c'est le Nasdaq qui domine, on va investir sur le Nasdaq. Et quand il faut être en cash, il faut être en cash. Ça demande un certain travail puisqu'il faut faire le job une fois par mois, contrairement à une approche purement passive. D'ailleurs, ce n'est pas complètement euh, opposé, ou du moins c'est complémentaire à une approche passive. Une personne peut très bien avoir un portefeuille passif où il investit par exemple sur des indices en DCA, mais il peut avoir également une poche où il va faire travailler son capital de manière semi-active. Semi-active, c'est une fois par mois. Par exemple, ici, vous voyez, en 2008, hein, vous voyez, on sait qu'il y a eu le crack, donc on voit que ici le SP500 s'effondre. Par contre, ici, on est en cash sur cette approche. Et ici, idem, en 2002, on est en cash parce qu'il y a eu le crack des valeurs technologiques, alors que sur les indices boursiers, on est plutôt vendeur. Et donc, cette approche, elle permet non seulement de surperformer 100 000 dollars investis depuis décembre 2001 sur ce portefeuille, on générait 3 millions de dollars, d'accord?
16,57% de performance annuelle moyenne, une pire année de 11%, un drawdown, le drawdown, c'est-à-dire l'écart entre un plus haut et un plus bas de 22%, il faut l'accepter, ça peut arriver. Et par contre, un Sharpe ratio de 0,85, c'est-à-dire supérieur, bien évidemment, à celui du SP500. Donc cette approche, elle permet d'avoir une approche semi-active, une fois par mois. Ça permet d'être investi sur les meilleurs actifs. Ça permet quand, par exemple, on a une crise, par exemple ici, vous voyez il y a le crack, et vous voyez qu'ici, ça monte. Bizarre. Pourquoi? Parce que ici, en fait, la stratégie nous disait qu'il fallait investir sur XLE, sur un indice lié aux matières premières. Et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, cette approche, elle est extrêmement puissante. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je vous invite à rejoindre le programme TKL LFA. Vous aurez accès à 1 an gratuit de TKL Markets Pro. Et TKL Markets Pro, ben, clairement, je vous dirai quelle est la liste des ETF. Il y aura un coaching mensuel au début du mois. Et je vous dirai, voilà, quels sont les ETF à acheter, quels sont les ETF à vendre, mon opinion sur les marchés. Bien sûr, je peux me tromper, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est juste, voilà la méthodologie, voilà des recommandations en fonction de la méthodologie. Cette approche, on l'a backtestée, on l'a travaillée, on l'a utilisée depuis 2020, depuis plusieurs années maintenant, hein. Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de retours des étudiants, on a également beaucoup de réflexions au sein du groupe privé. Et c'est important parce que moi, je pense qu'à un certain moment, c'est vraiment une question de mindset. C'est-à-dire, pour appliquer ce type de méthodologie, vous allez devoir avoir le mindset. Mais on a fait le job. La méthodologie est très complète, les backtests sont très complets et on a eu les preuves. C'est-à-dire, on a eu le crack de 2022, on a eu la hausse récente, on a eu plein de situations et en fait, on a constaté que ça marchait. C'est pas de la théorie, ça marche. Et je vais vous donner série de signaux donnés par cette approche. Allez, on va commencer en 2020, en 2019. 2019, allez, on est là. On est sur du QQQ, 5% de gain. Ensuite, on est sur du SPY, 2% de gain. Ensuite, on est sur du QQQ, moins 2,97. Et puis là, regardez, rappelez-vous ici, 4 janvier 2020 au 30 avril 2020, on est en cash sur... Non, pardon, je me suis trompé. Du 11 janvier 2019 au 31 mars 2020, on est sur QQQ. Ça ne nous a pas fait sortir, par contre, du crack, d'accord? Mais on est à moins 3%. C'est pour ça qu'il y a une performance qui n'est pas top. Par contre, on est en cash pendant un mois, d'accord? 1er avril 2020 au 30 avril 2020. Mais ensuite, regardez ici. Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, on est sur QQQ, 43%. Ensuite, IWM, 12%. Ensuite, là, on perd un peu. XLE moyen, QQQ moyen. Et puis là, regardez, c'est le 1er octobre 2021 au 30 septembre 2021, au 31 mars 2023, d'accord? On est sur XLE. C'est ce qui explique les 69% de performance. Et puis, on est sur QQQ, 12% de performance. Puis, ça, c'est pas un bon signal, d'accord? On est sur XLE. D'ailleurs, moi, j'avais déconseillé d'acheter du XLE en interne. Puis, on est sur QQQ, 25% depuis le 1er novembre 2023. On est sur du QQQ. Ça, c'est la performance annualisée depuis 2002. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on bat largement le SP500. Le SP500, il est là, d'accord? On bat largement. Maintenant, par exemple, là, depuis le début de l'année, on est à 7,20. Le SP500, il est à 7,08. OK. En 2023, on est à 18% avec le Momentum Model, 26% pour les indices. OK. Par contre, regardez ici. En 2022, on est à moins 18% et on est à 64% avec le Momentum Model. Donc, le Momentum Model ne va pas tout le jour battre la bourse, ne va pas être toujours meilleur que la bourse, mais à long terme, il bat la bourse. À long terme, on a une performance de 16,57%. Maintenant, c'est quoi l'inconvénient de cette approche? Je vais vous le dire, c'est le mindset, c'est le fait de rester discipliné, c'est le fait que parfois vous allez perdre de l'argent, vous allez devoir prendre vos pertes.
Et beaucoup de gens, on peut dire que c'est facile. Non, 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 c'est très, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le fait d'avoir un groupe privé, le fait d'avoir des coachings, le fait d'avoir une communauté, c'est important parce qu'en fait, on ne naît pas investisseur, on le devient. Et notre but, c'est véritablement de pas vous dire, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de solution qui marche à tous les coups, ça n'existe pas. Mais de vous dire, on peut faire de très belles choses si on a le bon environnement, la bonne formation, le bon état d'esprit. C'est là où on peut faire des choses incroyables. J'espère, les amis, que vous avez aimé cette vidéo. Et ma réponse, encore une fois, vous l'avez compris, c'est il n'y a pas de réponse. Tout est possible, tout peut arriver et on s'en fiche. Pourquoi? Parce que si vous avez les bonnes méthodologies, et là je viens de vous le prouver, la méthodologie va vous dire voilà l'actif sur lequel vous devez investir. Vous ne devez pas être très intelligent, vous ne devez pas réinventer la roue. Ici, à l'approche Momentum, il y a plus de 500 travaux de recherche. C'est une anomalie qui a été extrêmement bien documentée. C'est une anomalie qui est extrêmement puissante et qui marche. Et nous, on l'utilise. Donc, c'est là où on a le recul. On ne vous dit pas oui, on l'utilise, on a vu. Moi, j'ai toujours été très prudent. Je suis quelqu'un de très conservateur, très prudent. Je ne suis pas en mode olé olé. Non, non, non. Je suis très conservateur, très prudent parce que je sais que j'ai une responsabilité et je veux apporter le meilleur. Mais, encore une fois, il faut appeler un chat un chat. Et la méthode, depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, elle marche parce qu'elle prend en compte la psychologie humaine. On aura à chaque fois les mêmes phénomènes qui vont se répéter dans l'histoire et c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur un plan économique dans le flou total. Hein. Vous pouvez écouter qui vous voulez, ça vous regarde. Mais on est dans le flou le plus total. Mais là, encore une fois, clairement, on peut avoir des conséquences dramatiques, mais si vous voulez investir intelligemment, je pense qu'il faut développer une bonne connaissance du momentum, parce que ça va vous éviter beaucoup de bêtises, ça va vous permettre de protéger votre argent et de le faire fructifier. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.